Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire du poker macabre à Corté. Un document de Yuki Vattier réalisé par Bernard Faron. Bonne écoute. Joseph Vincenzini, Jojo, le roi du poker à Corté. Quand il a disparu, on a parlé de femmes, d'argent, de dettes de jeu, de la mafia même. La rumeur a tout envisagé, sauf le pire. On a découvert le cadavre de Jojo, sans tête. Il avait été jeté au cochon. Son meurtrier a bien été arrêté. Il a avoué un crime d'honneur. Mais dans le box, ils étaient 5. Preuve qu'un mobile peut en cacher un autre. Corté dans les montagnes corses. Les anciens l'appellent Ubaese di l'Orsù, le pays de l'ours. Mais la légende raconte que l'ours lui-même a fui la région. Les hivers sont trop rudes et le temps trop long. Heureusement, il y a des cortenais pour animer la ville. Jojo, par exemple. Joseph Vincenzini. C'est un membre actif du club de foot local et une figure incontournable des soirées du coin. Il possède la boîte de nuit de Corté, l'an 2000, et surtout, il est le patron de l'Oasis. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. L'Oasis, c'est vraiment ce qu'on appellerait ailleurs un bar de quartier, quoi. C'est aussi une institution. C'est aussi une institution, l'Oasis. Bon, rien que le nom à Corté, l'Oasis, ça prête à sourire. Mais c'est vécu comme ça. C'est une oasis de bien-être, de convivialité à Corté. Et on tape le carton. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. C'est vrai qu'à l'Oasis, c'était une partie de cartes qui était connue, qui regroupait un certain nombre d'amis, de connaissances, de gens qui s'estimaient. C'était une partie de cartes qui, encore une fois, perdurait, contrairement à d'autres parties de cartes qui avaient disparu dans de nombreux établissements. C'était, je dirais, quasiment une institution. Et Jojo, c'est le chef de partie. C'est-à-dire, c'est lui qui convie les gens, c'est lui qui donne son quitus pour que tel ou tel rejoigne la table, c'est lui qui fixe les mises, c'est lui qui empoche l'argent pour son rôle de banquier, c'est-à-dire de dealer de cartes, de celui qui distribue les cartes. Jojo, roi des parties de Rami Poker, tient la banque tous les week-ends dans l'arrière-salle de l'Oasis. Et on dit que le dimanche soir, les enjeux n'y sont pas tout à fait négligeables. Comme tous les dimanches, la partie du 23 janvier 2005 a bien démarré. Mais le lendemain, l'entourage de Jojo s'inquiète. Personne ne l'a revu depuis la partie de poker et il ne répond pas aux appels téléphoniques de son frère Jean-Jean, qui gère avec lui l'Oasis. Il est 16h. Et d'ordinaire, Jojo est déjà au bar depuis longtemps. Jean décide donc de passer chez lui pour voir ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, Marc-Antoine, l'ami de la famille, reçoit un coup de fil. J'ai un appel de détresse de Jean-Jean qui me dit « Marco », donc mon surnom, « Marco, viens vite, il y a quelque chose de très grave, descends vite ». Un peu inquiet, je me rends donc à la maison, je trouve Jean-Jean en train de faire les 100 pas devant le domicile, le temblème, prononçant des propos un peu incohérents, me parlant de sang, me parlant de clés, me parlant de voitures. Et là, il me dit « Jojo a disparu, il y a du sang de partout, Jojo n'est pas là ». Marc-Antoine emmène immédiatement le frère de Jojo à la gendarmerie. Adjudant Didier Gall, gendarmerie de Corté. Suite aux informations reçues de M. Vincenzini Jean, nous nous transportons au domicile de la cité Pianouch, où effectivement nous constatons la présence du véhicule de la personne disparue, qui est stationné devant l'habitation. Sur le contact se trouvent donc les clés de la voiture, le véhicule est ouvert. Les clés sur le contact. Et surtout, la porte d'entrée ouverte.
Autant de négligence qui ne ressemble pas du tout à Jojo, un homme méfiant. Une fois que nous pénétrons dans l'habitation, on voit bien qu'effectivement il y a une scène qui est troublante, à savoir que des taches de sang se trouvent au sol. Je suis très surpris par les taches de sang qui jonchent le sol. Je suis surtout très inquiet quand je vois la trace d'une main ensanglantée contre le mur. Dans une pièce, nous constatons la présence d'une feuille de sopalin que l'on suppose avoir servi pour essuyer du sang au sol. Également, on constate la présence de morceaux de scotch déménageurs qui pourraient être effectivement reliés entre eux et en plus servir à des liens. Jean-Jean me montre le coffre, il me dit, tu vois, le coffre est ouvert, regarde. Et c'est là où je me rends compte que devant le coffre ouvert se trouve la partie la plus ensanglantée de la maison. Donc je me doute que des coups violents ont été portés à cet endroit. Le coffre est complètement vide. Jojo laissait toujours un fusil sur la machine à laver, histoire de dissuader d'éventuels cambrioleurs. Il ne reste que les cartouches. 4 autres fusils de chasse ont disparu dans le salon. Quant aux couteaux que Jojo collectionnait, leurs écrins sont vides. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. On est parti à ce moment-là sur diverses hypothèses de travail. Ça pouvait être aussi bien le cambriolage ayant mal tourné, le crime d'un rôdeur. Ça pouvait être également lié à l'activité professionnelle de la victime, qui est donc propriétaire d'un bar dans le centre-ville de Corté. Donc il n'y a pas une hypothèse précise qui se dégage. Les gendarmes ramassent un téléphone portable sur une table de nuit. C'est bien celui de Jojo. Mais ce qui leur saute aux yeux dans la chambre, c'est qu'il n'y a que le drap de dessous sur le lit. On s'est aperçu que sur le lit de la chambre d'amis manquait une couette qui pouvait peut-être laisser supposer que quelqu'un avait été enroulé, en l'occurrence la victime, à l'intérieur. Et notamment, on relève également, on a pu l'observer, des traces d'écoulement sanguin sur ce lit, laissant supposer que peut-être la victime a été positionnée face contre le matelas et a pu être emportée par la suite. Adjudant Didier Gall, gendarmerie de Corté. Monsieur Vincent Zini Jean, donc le frère à la personne disparue, était très inquiet et quand il a vu effectivement que cette couette avait disparu, il a blêmi en disant cette fois, je ne retrouverai jamais mon frère vivant. Le frère de Jojo est désespéré. Il reste pourtant un petit espoir. Maigre, certes. Mais la tache de sang la plus large, celle qui se trouve près du coffre-fort, ne correspond pas à une hémorragie massive. Jojo n'est peut-être que blessé. Les enquêteurs cherchent une piste qui pourrait les conduire à Joseph Vicenzini, vivant ou mort. Ils ratissent les abords de sa maison, les décharges municipales, les égouts et les stations d'épuration. Les recherches ont été poursuivies par hélicoptère. Nous avons pu effectuer un survol de toute la rivière Le Tavignan de Corté jusqu'à Aléria. Et toutes ces investigations menées n'ont rien donné. Pendant ce temps, l'affaire fait du bruit dans la presse. Jojo est une figure de Corté. À Corté, la population est partagée entre mutisme et inquiétude. C'est quelqu'un qu'on respecte, c'est notre voisin juste en face, et qu'on connaît depuis longtemps. Et bon, de l'inquiétude, parce qu'on s'inquiète pour lui, évidemment. À Corté, tout se passe sur le cours Paoli, l'artère principale de la ville. C'est le théâtre, l'endroit où tout se joue, la scène où il faut se montrer, où l'on affiche ses amitiés ou ses rivalités. Avec la disparition de Jojo, chacun y va de son commentaire. Chacun refait l'enquête. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Quand Jojo Vincenzini disparaît,
il y a les 1000 bouches de la rumeur qui commencent à jacasser. Ça, c'est l'exercice obligé en Corse. Et il y a tout un tas de pistes, plus délirantes les unes que les autres, qui sont évoquées. C'est-à-dire que Jojo Vincenzini aurait eu 450 maîtresses, et donc par conséquent autant de maris jaloux à ses trousses. On en fait un bourreau des cœurs qui forcément suscite à son tour la jalousie, ou en tout cas le désir d'en finir avec lui, parce qu'on ne supporte... Ça tient pas debout. Oui, Jojo avait une maîtresse, mais une seule et officielle, la même depuis 20 ans. Les enquêteurs écartent rapidement la piste du mari jaloux, puisque celui-là était plus ou moins au courant. Mais si ce n'est pas l'amour, ça ne peut être que l'argent. La preuve, le coffre vide. La rumeur à Corté fait de Jojo un multimillionnaire. On parle d'un coffre-fort, et puis de 2, puis même de 3 à un moment, où il rangerait des liasses invraisemblables de billets. D'un bar à l'autre, les chiffres de la rumeur enflent. Le coffre de Jojo contenait au moins 300 000 euros. 300 000 euros qui proviendraient des machines à sous. On raconte que le patron de l'Oasis en possédait quelques-unes. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. C'est vrai qu'il a été condamné pour avoir, comme d'autres, je dirais, propriétaire des début de boissons, de machines à sous. Ça, c'était une époque qui est plus que révolue. Et en tout cas, Jojo ne détenait pas et n'a jamais détenu de l'argent provenant de telles machines. Et s'il s'agissait d'un règlement de compte entre grands voyous? Jojo comptait parmi ses amis un certain Daniel Vitini, lequel, dit-on, serait un baron influent du gang de la Brise de Mer. Autrement dit, la mafia corse. C'est des amitiés qu'on peut avoir ici lorsqu'on est en maternelle avec un garçon qui tourne mal. Lui, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est très largement exagéré, comme est exagérée la fortune qu'on lui prête. Rumeur exagérée, mais tenace. Et si du fait de cette amitié sulfureuse, Jojo avait trempé dans une affaire d'argent sale? On raconte qu'il ne se servait d'ailleurs pas souvent de sa carte bleue. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. Il y a un proche qui nous dit que, effectivement, José Vincenzini, lorsqu'il sortait, avait l'habitude de toujours avoir une certaine liquidité sur sa personne, à savoir la somme de 1000 à 1500 euros. Un coffre bourré d'argent, le grand banditisme corse, les machines à sous, les maîtresses, autant de pistes rapidement écartées par les gendarmes. C'est plutôt un détail qui les intéresse. La porte ouverte de la maison, alors que Jojo était du genre à se barricader chez lui. Maître Jean-Sébastien de Casalta, avocat de la famille Vincenzini. Il avait l'habitude donc, dès lors qu'il partait, d'installer son alarme. Et lorsqu'il revenait, il débranchait son alarme. Il avait son fusil à portée de main à l'intérieur de son habitation. Et il s'enfermait très vite à clé. Et il n'aurait jamais laissé entrer des inconnus le soir chez lui. Conclusion des enquêteurs, Jojo connaissait celui ou ceux qui l'ont agressé chez lui. Benoît Cousinet, vous êtes vice-procureur de la République à Bastia. Pouvez-vous nous parler de Joseph Vincenzini? Joseph Vincenzini est un commerçant sur la place de Corté. C'est un commerçant prospère, pas spécialement connu des services de police et de gendarmerie, sauf pour une affaire de machine à sous, je crois. Et il n'a pas d'enfant, il vit seul. Il a une vie assez réglée, sans rien de notable en apparence. Il a de l'argent? Ses commerces sont relativement prospères, oui, mais c'est une vie assez simple qu'il mène, sans luxe ostensible. Il a un domicile qui est équipé d'une alarme, il a un coffre-fort, donc sans être riche, sans avoir la réputation d'être riche, on a rapidement des indices qui tendent à prouver qu'il est susceptible de garder des sommes d'argent liquide importantes dans son coffre-fort. On parle de connexion avec Daniel Vitini, qui ferait partie de la Brise de Mer, la mafia corse. Que ferait Jojo là-dedans? Et quelles sont les activités criminelles de la Brise de Mer? Alors la Brise de Mer est un groupe de malfaiteurs établis en Haute-Corse, qui a pu se faire connaître à partir des années 80 sur des braquages, des assassinats, des extorsions.
Au moment des faits, c'est un groupe criminel qui a peut-être encore une puissance, notamment financière, à travers la maîtrise d'un certain nombre de commerces. Joseph Vicenzini, lui, n'est pas connu comme faisant partie de ce clan ou de ce groupe criminel. Autre piste évoquée, le vol. Les enquêteurs parviennent-ils à savoir combien il y avait à peu près dans ce fameux coffre-fort? Non. On découvre qu'il y a des traces qui ont conduit la victime blessée à aller ouvrir ce coffre-fort. Mais il est vide et on n'a aucune idée de savoir quel est le butin à ce moment-là. On est en Corse, donc une autre hypothèse évoquée, c'est celle des vendettas. Est-ce qu'il y avait autour de lui des rancœurs historiques? Les renseignements collectés au départ de l'enquête n'orientent pas vers une vendetta, vers un souci de vengeance. Reconnu public dont la rumeur ferait état. Persuadés que Jojo connaissait son ou ses agresseurs, les gendarmes s'intéressent à son emploi du temps. Qui, le patron de l'Oasis, a-t-il rencontré la veille de sa disparition? La veille de sa disparition, c'est donc le dimanche 23 janvier 2005. Comme tous les jours, il arrive au bar vers 15h. Il aligne les cafés. La journée passe sans histoire. Puis la soirée. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vicenzini. Ce 23 janvier, avant qu'il ne disparaisse, aux alentours de 21h, il m'appelle comme il avait l'habitude de m'appeler. On parle de choses et d'autres. En tout cas, Jojo est totalement serein, tranquille. C'est le Jojo que j'ai régulièrement, quasiment tous les soirs au téléphone. Puis Jojo va dîner, mais il ne va pas dîner seul. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. On sait que Joseph avait l'habitude le dimanche soir, parce qu'il était sain de petites habitudes, d'aller régulièrement donc, au restaurant L'Échiquier. Et il n'aimait pas manger seul. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc il avait pour habitude effectivement d'inviter souvent des personnes de son entourage ou de ses connaissances et avec lesquelles il partageait le dîner. Ce soir-là, Jojo se rend donc à l'Échiquier avec Coco, un ami qui joue aux cartes. Un autre copain de Rami Poker les rejoint, Mitraillette. Xavier Luciani, le patron du restaurant, est absent exceptionnellement. Dommage. Lui aussi, c'est un joueur, et Jojo comptait l'inviter à sa table. Pour lui, ce sera viande grillée comme tous les dimanches soirs. Le service est assuré par Nathalie, la femme de ménage du restaurant qui sert en salle de temps en temps. Les trois hommes trinquent, parlent foot, bref, passent une soirée tout à fait normale. Vers 11h moins le quart, Jojo quitte l'Échiquier, direction l'Oasis. Car ce soir, c'est dimanche. Et dimanche soir, c'est Rami Poker. Mieux, dimanche soir, c'est la grosse partie, comme disent les joueurs. L'entrée est à 200 €. Les enjeux sont importants. Ce jour-là, ils sont une huitaine autour de la table. C'est Jojo, comme toujours, qui tient le rôle du banquier. Mais soudain, il quitte la table de jeu. Il a un coup de fil à donner et le réseau passe mal entre les murs de l'Oasis. Il sort téléphoner, il est minuit moins 20. Les personnes présentes autour de la table de jeu constatent qu'effectivement il a une conversation téléphonique et à l'issue de celle-ci, il se tourne vers quelques joueurs en leur disant je vais m'absenter quelques minutes mais je reviens. Jojo remonte ne court pas au lit et disparaît dans la nuit. Un employé de l'Oasis le remplace à la banque. À 6h du matin, il appelle son patron qui n'est toujours pas revenu. Mais Jojo ne répond pas. On rigole. On se dit qu'il est en galante compagnie. Personne ne se doute qu'il ne reviendra jamais. Dominique, à qui Joseph Vicenzini a-t-il téléphoné avant de quitter la table de jeu ? Bien, pour le savoir, Frédéric, les enquêteurs de la section de recherche vont faire une réquisition judiciaire auprès de son opérateur téléphonique, en l'occurrence Orange. Et Orange va renvoyer aux enquêteurs
Le résultat, donc, ce sont les factures détaillées, les fameuses fadettes du téléphone de Joseph Vincenzini. Et voilà ce qu'on apprend. On apprend que ce 23 janvier, à 23h39, il a passé un dernier coup de fil qui a duré 72 secondes. Il a téléphoné à une certaine Nathalie Battesti. Et Nathalie Battesti, eh bien, c'est la serveuse du restaurant L'Échiquier, là où a dîné Joseph Vincenzini ce soir-là. Il ne l'a pas appelé une seule fois. Il l'a appelé 4 fois ce 23 janvier. Il l'a appelé à 23h39, dernier appel. Il l'avait appelé à 23h19, à 21h07 et à 19h38. Ils sont en contact depuis longtemps ? Alors ça c'est intéressant, c'est ce que les gendarmes veulent savoir. Ils vont donc demander à l'opérateur de leur en dire un peu plus sur les factures détaillées, de remonter sur quelques semaines. Et ils vont recevoir donc le résultat, on leur dit, entre le 1er janvier et le 23 janvier, c'est-à-dire en 3 semaines à peu près, Joseph Vincenzini a appelé 21 fois Nathalie Battesti, toujours dans le même sens. C'est toujours lui qui appelle, c'est toujours en fin de week-end, le dimanche fin d'après-midi ou dans la nuit du dimanche au lundi. Et pour les enquêteurs, c'est clair, Joseph Vincenzini en pince pour Nathalie Battesti, il est amoureux d'elle et c'est pour ça qu'il lui téléphone, en fait, il lui fait la cour. 2 semaines après la disparition de Jojo, les enquêteurs convoquent Nathalie pour en savoir plus sur la conversation qu'elle a eue avec lui le dimanche 23 janvier. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. Elle explique tout simplement que Jojo Vincenzini l'a appelée pour qu'elle le mette en relation avec une femme de ménage. Et elle expliquera ça simplement comme cela, sans plus. Pour les 21 autres appels échangés avec Jojo en janvier, Nathalie donne la même explication. Toujours cette histoire de femme de ménage qu'il voulait embaucher par son intermédiaire. Maître Jean-Sébastien de Casalta, avocat de la famille Vincenzini. En réalité, cette explication s'est révélée mensongère parce que la femme de ménage en question a été entendue par la suite et a expliqué que Jojo Vincenzini disposait de son numéro de téléphone et qu'il n'avait point besoin de passer par Nathalie Battesti pour entrer en contact avec elle. Nathalie a menti. En s'intéressant à celle qui a parlé à Jojo pour la dernière fois, les enquêteurs ont peut-être pioché la bonne carte. Les gendarmes examinent donc ses relevés téléphoniques pour constater qu'elle a un autre interlocuteur très privilégié, Xavier Luciani, le patron de l'Échiquier, chez qui elle travaille et chez qui Jojo est allé dîner dimanche. En 5 mois, elle a appelé le restaurateur près de 800 fois, lequel le lui rend bien. Xavier l'a contacté 962 fois. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. On va très vite s'apercevoir que Nathalie Battesti a une vie commune avec Luciani, qu'elle n'est pas simplement la femme de ménage qui vient faire le ménage à l'Échiquier et qui vient servir de temps en temps. Il apparaît qu'en réalité, elle a un studio à Corté, qu'elle le reçoit très souvent à Corté, qu'elle s'occupe de son linge, de ses affaires et qu'ils sont véritablement en couple. Que Nathalie mariée est une histoire avec Xavier divorcé, soit. Mais il y a quelque chose d'autre qui intrigue les enquêteurs. Un étrange doublé téléphonique. Chaque fois que Nathalie reçoit un appel de Jojo, elle passe immédiatement après un coup de fil à Xavier. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. Comme si elle lui expliquait la conversation qu'elle venait d'avoir. En tous les cas, c'est l'hypothèse qu'on a émise à ce moment-là. Cet enchaînement a eu lieu à plusieurs reprises au cours du mois de janvier. Et la dernière fois, c'était le 23. Le jour où Jojo a disparu. Étrange. Les enquêteurs commencent donc à s'intéresser de très près à Xavier Luciani. Un homme honorablement connu à Corté. Petit-fils d'un ancien maire, fils de résistant, il est issu d'une famille respectable. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. Xavier Luciani était quelqu'un de fort sympathique. C'était quelqu'un qui entretenait d'excellentes relations avec Jojo. Jojo était d'ailleurs ami avec le père de Xavier Luciani. Donc les deux familles se connaissaient, se fréquentaient. Néanmoins, les gendarmes mettent Xavier Luciani sur écoute. Une conversation avec son ex-femme attire leur attention. Elle critique sa liaison avec Nathalie et surtout,
Elle se plaint qu'il ait sacrifié sa vie de famille aux cartes. Maintenant, il est criblé de dettes. Xavier Luciani est un joueur. Il est frénétiquement joueur et il perd beaucoup. Il est flambeur. Donc Xavier Luciani, à l'occasion d'une partie, pouvait perdre plusieurs milliers d'euros. On s'aperçoit très vite que Luciani aurait des dettes assez conséquentes, notamment vis-à-vis de M. Joseph Vincenzini, puisque, a priori, le bar L'Oasis est l'un des bars où l'on joue le plus aux cartes dans la région cortonaise, et qu'il y a des parties intéressantes où, en tous les cas, M. Luciani se serait enfoncé. Un couple étrange. La femme ment, l'homme a des dettes. Des dettes que la disparition de Jojo rend moins lourdes à supporter. C'est la piste la plus sérieuse que l'on possède depuis le début, puisque c'est celle qui démarre du coup de fil. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ce mobile de la dette tient tout à fait la route et c'est l'hypothèse privilégiée. Benoît Cousinet, l'enquête montre que Xavier Luciani devait de l'argent à Jojo. Que vous disent les proches de Vincenzini? Est-ce qu'ils vous disent combien à peu près s'élevait la dette de Luciani? Peut-être pas aux premières auditions, mais rapidement, Jean Vincenzini, le frère de Jo, indique aux enquêteurs que Xavier Luciani doit beaucoup d'argent à son frère, Joseph. La somme est importante puisque Xavier Luciani devrait 50 à 52 000 euros à Joseph Vincenzini. Jean Vincenzini remet également aux enquêteurs des chèques signés par Xavier Luciani, représentant 12 000 euros. Et il explique aux enquêteurs que c'est une garantie que Xavier Luciani devait donner à mon frère. Et cet argent, donc cette somme importante, 52 000 euros, est-ce que Vincenzini le réclame régulièrement à Luciani? C'est ce que rapporte Jean Vincenzini. C'est vérifié par l'étude de la téléphonie qu'on fait sur les lignes téléphoniques de la victime et de Xavier Luciani. On constate sur les dernières semaines, sur les derniers mois, une augmentation des appels passés par Joseph Vincenzini à destination de Xavier Luciani. Donc on peut penser qu'effectivement, Joseph Vincenzini cherche à récupérer cet argent. Et il avait besoin de cet argent? Des témoignages de certains joueurs de cartes viennent expliquer qu'effectivement, il avait besoin de cet argent pour relancer les parties de poker. Parce qu'il n'avait plus suffisamment de fonds, si vous voulez, pour réorganiser ses parties de cartes. Donc quand Vincenzini disparaît, cette dette existe toujours? Ce qui ressort de l'enquête, c'est que quelques jours après la disparition de Joseph Vincenzini, Xavier Luciani dit à Jean Vincenzini « La dette, je l'ai réglée, j'ai réglé l'argent que je devais à ton frère. » Et Jean croit Xavier Luciani sur l'extinction de cette dette, justement sur le remboursement de cette dette? On peut penser qu'il ne l'a pas cru et que c'est justement peut-être ce mensonge-là de Xavier Luciani, ça paraissait peut-être trop gros, ça a peut-être orienté les soupçons de Jean Vincenzini et les soupçons des enquêteurs. Les enquêteurs ont suffisamment de billes. 2 mois après la disparition de Jojo, ils placent Xavier Luciani et Nathalie Battesti en garde à vue. 22 mars 2005, Xavier Luciani est interpellé au petit matin. Adjudant Didier Gall, gendarmerie de Corté. Il n'oppose aucune résistance, il est serein. Il assiste avec nous aux perquisitions qui sont menées dans son lieu dans son domicile et dans son restaurant. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Il s'estime totalement étranger aux faits qui sont survenus. Et il se décrit comme étant une relation de Jojo et il ne comprend pas. La voiture de Luciani recèle peut-être des indices, des traces de sang. On la transporte donc à la gendarmerie de Corté pendant que le suspect est interrogé dans les locaux de la caserne. Lorsque donc M. Xavier Luciani se trouvait dans le bureau, il a vu au travers de cette fenêtre passer sa voiture sur le camion plateau d'un dépanneur. Et dès lors qu'il a vu cette voiture passer, il blêmit, baisse les yeux et refuse à répondre à toutes nos questions en disant qu'il s'expliquera devant un juge qu'il n'a plus rien à nous dire. Les enquêteurs perquisitionnent alors la voiture. Lorsqu'on ouvre la voiture, dans l'habitacle, une forte odeur de putréfaction se dégage de cette voiture et nous constatons également la présence de mouches sur les vitres. Et à l'intérieur, nous voyons très vite que la banquette est baissée
et qu'il y a un amoncellement de bois, de paille qui est fait sur une espèce de couverture ou de couette qui est présent. Très vite, nous découvrons la présence d'un corps de sexe masculin, lequel est dénudé, dépourvu de tête, donc décapité. Et là, c'est la stupeur. Les personnes présentes sont choquées de par ce qu'on vient de découvrir. Xavier Luciani ne peut plus nier. Il passe aux aveux. Ce soir du dimanche 23 janvier, raconte-t-il, il voulait rembourser Jojo et il avait préparé une enveloppe de 13 000 €. Il va reconnaître qu'il s'est rendu chez Jojo. Une bagarre s'est instaurée, qu'il a frappé Jojo. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. Le ton monte entre les deux protagonistes. Là, il se saisit d'un couteau. Donc, rappelons qu'effectivement, la victime est collectionneur de couteaux. Il nous explique qu'il se saisit d'un couteau et qu'une bagarre éclate entre eux et qu'il porte un coup au visage, donc sur le côté gauche du visage de la victime, qui là tombe à la suite de ce coup au sol. Jojo tombe au sol, complètement KO, raconte Luciani. Pendant que son amant se met à table, Nathalie nie en bloc. C'est tout juste si elle admet qu'elle est la maîtresse de Luciani et que Jojo lui courait après. Pour le reste, elle n'est au courant de rien. Interrogé sur la complicité éventuelle de Nathalie, Xavier Luciani, qui jusqu'ici n'avait pas parlé de sa maîtresse, change de version. Ce soir-là, il était chez lui, malade. Nathalie l'a rejoint après son service à l'échiquier. Il avait une gastro, elle l'a soigné. Soudain, elle a reçu un coup de fil. C'était Jojo. Xavier a vu le nom du patron de l'Oasis s'afficher sur le téléphone. Jojo, qui voulait la voir à 23h39. Jaloux, Xavier a dit qu'il partait jouer aux cartes. En fait, il s'est caché en bas de l'immeuble. Il a vu Nathalie sortir à son tour. Il l'a suivie. Elle est montée dans une voiture, celle de Jojo. Là, son sang manifestement ne fait qu'un tour. Il se rend au restaurant L'Échiquier pour se munir d'un objet. Il tombe sur donc, un rouleau pâtisserie et se transporte donc, au domicile de M. José Vincenzini. Là, il constate que la porte est restée entrouverte. Il pénètre immédiatement, telle une furie, dans l'habitation, se rend là où il constate qu'il y a de la lumière, à savoir une chambre. Xavier Luciani surgit dans la chambre. Pendant qu'il se rue sur Jojo, Nathalie s'enfuit, terrorisée. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Xavier Luciani, au moment où il va se ruer sur ce lit, sur lequel se trouve Jojo, qui, il faut le dire, est déshabillé, puisque Nathalie avait commencé une fellation à son égard, va se ruer sur lui et l'autre, sentant le danger et la violence qu'il y avait en Xavier Luciani, va lui proposer de l'argent. Ça va attiser encore plus la rancœur de Xavier Luciani à son égard, qui va se sentir encore plus humilié par cet homme qui ne pense qu'à acheter l'autre. Et ça, il ne peut pas. Et ça va accentuer le comportement. Il va le conduire vers ce coffre. Il va faire ouvrir le coffre. Et à ce moment-là, il va se battre avec lui. Et un coup va être donné, qui va être un coup mortel. Xavier Luciani a tué Jojo à coups de rouleau à pâtisserie. Il vide ensuite le coffre qui contenait, selon lui, 2000 €. Il vole aussi les couteaux et les fusils pour faire croire à un cambriolage. Puis il enroule le corps de Jojo dans une couette avec du scotch de déménageur. Et il le charge dans la malle de sa voiture, direction Santa Lucia di Mercurio, un petit village à proximité de Corté. Là-bas, il y a une porcherie.
et donc des cochons. Et les cochons, raconte Luciani, ça mange de tout, même des cadavres. C'est comme ça qu'il a décidé de se débarrasser de la dépouille de Jojo. Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté. Et là, il commence à s'atteler à une très pénible tâche, en ce sens qu'il s'affaire à découper la tête. Xavier Luciani a dit qu'il avait coupé la tête parce que dans la mémoire insulaire, ce que je ne partage pas du tout, les cochons ne mangeaient pas les cheveux et que de ce fait, il fallait couper la tête pour que le corps, qui une fois jeté au cochon, puisse être mangé par ces derniers. Il nous explique qu'il a le plus grand mal à agir de la sorte et finalement écœuré par la besogne, par la sale besogne, il décide de remettre le corps décapité dans le véhicule Peugeot 106 donc qu'il avait utilisé et de placer dans un sac distinct la tête avec les couteaux ayant servi à la découpe ainsi que divers effets vestimentaires appartenant à la victime. Un sac poubelle qu'il jette dans un conteneur. Quant au corps sans tête, il le laisse dans le coffre de sa voiture qu'il va garer sur un terrain qui appartient à sa tante. Il fait trop froid, la terre est gelée, il creusera une fosse quand il fera meilleur. Le corps de Jojo Vincenzini reste là pendant 2 mois, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Pendant que son amant raconte ces détails sordides, Nathalie réfléchit. Elle souhaite maintenant faire des aveux. C'est vrai, Jojo lui courait après, ils ont fini par devenir amants, raconte-t-elle. Ce dimanche soir, après son coup de fil, elle monte effectivement dans sa voiture. En arrivant chez lui, Jojo laisse les clés sur le contact. Il n'y en aura que pour quelques minutes, dit-il. Il emmène Nathalie dans la maison. Contrairement à ses habitudes, il ne ferme pas la porte derrière lui. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. Ils entrent, Vincenzini se déshabille, ils vont faire ce qu'ils ont à faire a priori, et là arrive un homme masqué qui bouscule Nathalie Battesti, qui lui dit « casse-toi ». Nathalie s'enfuit, puisque lui, il s'était masqué de manière à ce que, dit-il, elle ne le reconnaisse pas. En ce sens qu'il avait mis une tenue noire avec une capuche qui lui masquait la moitié du visage. Nathalie affirme qu'elle n'a pas reconnu Luciani. D'ailleurs, elle croyait qu'il était en train de jouer aux cartes. Elle est revenue chez elle, paniquée. Xavier est rentré à 3h du matin. Benoît Cousinet, Luciani et Battesti ont donc parlé en garde à vue. Est-ce que leurs déclarations tiennent la route ? Xavier Luciani s'attribue la responsabilité de la mort et de la disparition de Joseph Vincenzini. Les indications qu'il donne quant à la manière dont il a procédé correspondent aux indices matériels qui sont recueillis. Nathalie Battesti, ses déclarations sont beaucoup plus alambiquées. Et pourquoi n'a-t-elle pas raconté donc cette agression aux gendarmes ? Elle a dissimulé la vérité parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait une relation avec la victime. Elle prétend qu'elle est embarrassée par cette relation qu'elle a pu avoir avec la victime. Elle prétend ensuite qu'elle a peur de représailles. Une chose étonnante dans ce dossier, c'est quand même ce cadavre qui est dans la voiture de Luciani. Comment se fait-il qu'il n'ait pas cherché à s'en débarrasser ? Comment se fait-il qu'il le laisse pendant 2 mois dans cette voiture stationnée chez sa tante ? Il faut savoir que la voiture dans laquelle il conserve le corps, il la place sur un terrain agricole relativement isolé, chez une tante dans la montagne à Corté. De l'extérieur, il était difficile de voir qu'il y avait un corps dissimulé dans la voiture. Donc, je pense qu'il n'avait pas de raison particulière de penser que sa tante habitant là allait s'intéresser à la voiture qu'il y laissait. Et quant à savoir qu'est-ce qu'il attendait, il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en hiver, à Corté en montagne. C'est un hiver qui est assez rigoureux, d'après ce que je me souviens, et le sol était gelé, il était difficile d'enterrer le corps. On peut penser que Xavier Luciani aussi voulait trouver vraiment une manière définitive de se débarrasser du corps, et que tant qu'il ne l'avait pas trouvé, il gardait le corps dans cette voiture.
Nathalie affirme qu'elle n'était pas dans le coup. Et Xavier confirme. Elle est mise en examen pour non-dénonciation de crime seulement. Xavier Luciani, lui, pour assassinat. 2 avril 2005. Corté pleure l'enfant du pays. Les obsèques sont d'autant plus douloureuses que c'est un corps sans tête que l'on enterre. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. C'est vrai que quand je me suis retrouvé devant ce caveau, que j'ai vu ce cercueil qui était déposé là, je n'avais pas l'impression que c'était mon ami qu'on enterrait, puisque je savais que son visage n'était pas dans ce caveau. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. En Corse, on ne peut pas accepter que si on donne la mort, même par accident, à un individu, on mutile et on ne respecte pas le corps du mort. Je crois que toute la Corse était d'accord pour condamner un tel acte. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Il y a en plus la dimension particulière du corps qu'on veut donner à manger aux cochons. Pourquoi c'est particulier? Parce que d'abord, c'est répugnant en soi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que ça rappelle les pratiques de l'anonymat sequestre, qui est la mafia sarde. Et donc, de manière peut-être un peu inconsciente, mais pour une partie de l'opinion, se joue aussi cette petite notion de racisme. Ah non, c'est en Sardaigne qu'on donne les gens à manger aux cochons. Nous, on ne fait pas ça. L'horreur a pourtant été accomplie par un Corse. Tous les regards se tournent donc vers Luciani. Pourquoi a-t-il fait ça? Luciani va pouvoir, comme Nathalie, s'expliquer devant le juge d'instruction. Xavier va répéter avec rancœur qu'il n'a pas supporté que Jojo lui pique sa maîtresse. Comme si le patron de l'Oasis voulait se rembourser en couchant avec Nathalie. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Au-delà des dettes, il y a cette volonté d'humilier par cette relation sexuelle, et du moins c'est comme cela qu'il le ressent, vers celle qui comble son vide affectif et pour laquelle il a quand même des sentiments. L'humiliation. C'est ça finalement qui aurait poussé Luciani au pire. Jojo, tout lui réussissait. Alors que lui, Xavier, perdait sur toute la ligne. Cocu, endetté et peut-être bientôt ruiné. Jojo sortait avec sa maîtresse et lorgnait sur l'échiquier pour récupérer son argent. Xavier l'avait entendu dire sur le cours Paoli. Jojo lui aurait ainsi infligé vexation sur vexation. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Il prétend que Jojo Vincenzini avait pris pour habitude de venir dîner chez lui au restaurant, d'y inviter des amis, de les faire rentrer à l'échiquier, de se comporter comme le maître de maison, et pour finir par partir sans payer, ce qui, en Corse, on peut aisément le comprendre, mais en Corse revêt beaucoup plus qu'une simple signification d'escroquerie. En Corse, ça veut dire « chez toi, je suis chez moi ». Et ça, pour n'importe qui, ici, ça ne peut pas passer. Et je crois que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et va mettre en transe Xavier Luciani, c'est l'attitude qu'a eue Jojo Vincenzini à l'égard d'une de ses filles. Un jour, Jojo va donner 20 € à une de ses filles, car il y avait dans la ville de Corté ce jour-là une fête foraine, un Luna Park. Et il avait écrit sur ce billet de 20 € Luna Park. Et il a dit à cette gosse, tiens, voilà ce billet pour aller au Luna Park, ça sera peut-être les derniers. Un geste sur lequel Xavier Luciani va s'étendre longuement devant le juge. Peut-être parce qu'en Corse, il prend une résonance particulière, comme l'a constaté le psychiatre qui l'a expertisé. Docteur Yves Tirode, expert psychiatre. N'oublions pas l'honneur familial corse.
hein, c'est-à-dire on défend sa famille. Donc, on honore ses ancêtres, on se bat pour l'honneur et la mémoire des ancêtres, et on protège sa famille la plus proche, les enfants et les cousins. Et dire à une fille, ton père ne pourra plus te nourrir, ne pourra plus te protéger, ne sera plus rien pour toi, c'est l'humiliation totale. Pour Luciani, il fallait faire quelque chose. Ce loser, qui fièrement perdait sur tous les tableaux, avait besoin de reprendre un positionnement qui dans le fond, devait passer par un acte quasi guerrier. Finalement, Jojo l'a bien cherché. Xavier ne regrette rien, même si les choses sont allées plus loin qu'il ne le voulait. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. À aucun moment, il n'est question pour Xavier Luciani de donner la mort à Gio Vincenzini, mais de le marquer à vie, de manière à ce que les Cortenay se souviennent que son honneur a été rétabli. Pour son honneur, pour sa fierté de père et d'homme. Xavier Luciani voulait juste donner une correction à Jojo. Il jure qu'il n'a pas prémédité son geste. Mais Nathalie donne une autre version au juge. L'homme qui s'était rué dans la chambre de Jojo et qu'elle n'avait pas reconnu, cet homme-là avait fait tomber de sa poche un rouleau de scotch. En emportant avec lui ce rouleau, Xavier Luciani avait-il prévu de ligoter un cadavre? Et l'enclos à cochon. Maintenant, Nathalie s'en souvient. Bien avant le meurtre, son amant lui avait demandé si elle connaissait une porcherie. Dominique, que donnent les expertises des prélèvements effectués dans la chambre de Joseph Vincenzini? Dans sa chambre, les gendarmes de la section de recherche vont prélever beaucoup de poils et de cheveux. Prélèvements qui vont être envoyés à l'IGNA, l'Institut génétique Nantes-Atlantique, et analysés par le docteur Lepajolec. C'est une biologiste spécialiste de l'ADN qui travaille sur tous les gros dossiers criminels. Donc elle va extraire de ses cheveux et de ses poils de l'ADN. Et on va découvrir que ces ADN correspondent d'une part à Nathalie Battesti, d'autre part à Xavier Luciani. Ça veut dire que l'un et l'autre sont passés à un moment donné dans la maison, dans la chambre de Joseph Vincenzini. Et est-ce qu'il y a d'autres ADN? Oui, Frédéric, il y a d'autres ADN. Des ADN inconnus, qu'on retrouve sur des poils et des cheveux prélevés dans la chambre et dans la voiture de Joseph Vincenzini. Ces ADN inconnus, ça donne un doute aux enquêteurs. Parce que les enquêteurs se disent, peut-être que Luciani n'a pas agi tout seul. Peut-être que quelqu'un l'a aidé, quelqu'un est entré avec lui dans la maison, quelqu'un s'est assis dans la voiture de Joseph Vincenzini, quelqu'un dont on a juste un ADN, on ne sait pas encore qui. C'est normal de retrouver des ADN différents dans une maison ou dans une voiture? Pas forcément chez Joseph Vincenzini, parce que Vincenzini, c'est un homme secret, c'est un homme mystérieux, c'est un homme qui vit seul chez lui, qui ne reçoit pas de visiteurs. Donc ça surprend la présence de ces ADN inconnus dans sa chambre et dans sa voiture. Autre expertise, l'autopsie donc du corps de Joseph Vincenzini. Est-ce qu'on arrive à déterminer la cause de la mort? La tête était séparée du corps avec une arme tranchante, ça c'est évident. Sauf que là, dans cette autopsie, on découvre que ça s'est passé un peu de façon précipitée, un peu à la hâte. C'est-à-dire que pour séparer la tête du corps, ils n'ont pas coupé au niveau de la gorge, mais le coup est tombé au niveau de la mandibule. Et en fait, le corps est décapité comme ça. Donc on va retrouver une partie du cou sur le torse. On découvre aussi que Joseph Vincenzini a plusieurs côtes cassées. Il a peut-être été battu, il a peut-être reçu des coups de pied. En tout cas, il faut vraiment frapper fort pour casser plusieurs côtes comme ça. Maintenant, sur les causes de la mort, c'est assez difficile de se prononcer puisque sur la partie sur laquelle vont travailler les médecins légistes, c'est-à-dire le corps sans la tête, il n'y a aucune blessure au niveau du cœur, du foie ou en tout cas d'un organe vital, d'un poumon. Donc Frédéric, on pense que la mort elle a été provoquée par une blessure à la tête, sauf qu'on ne peut pas l'établir formellement puisque la tête elle est manquante, elle est toujours introuvable. Un an passe, l'instruction est terminée. Les avocats de Xavier Luciani et de Nathalie Battesti attendent la date du procès. Quand le 22 janvier 2006, un événement vient bouleverser les cartes. Une bombe. Aix-en-Provence,
dans la nuit du 21 au 22 janvier 2006. Il est 3 heures du matin quand une bombe explose devant le centre des impôts. Le poseur de bombe meurt dans l'attentat. Il est soupçonné d'appartenir au FLNC du 22 octobre. Alexandre Vinchen, qui était bien un militant du FLNC du 22 octobre. Ce groupe clandestin a revendiqué hier soir dans un communiqué l'attentat contre la perception d'Aix-en-Provence qui lui a coûté la vie dimanche dernier. Dominique Pasqualacci, son complice présumé, a été mis en examen cet après-midi à Paris. Dominique Pasqualacci, un prof d'archéologie qui enseigne à l'université de Corté. Dans le cadre de l'enquête sur la cellule du 22 octobre, plusieurs personnes sont mises en examen avec lui. Parmi elles, un certain Xavier Luciani. C'est le juge antiterroriste Gilbert Thiel qui est en charge de l'instruction. Gilbert Thiel, vous êtes juge antiterroriste, vous êtes juge d'instruction chargé de l'attentat d'Aix-en-Provence. Pourquoi Xavier Luciani est-il entendu dans cette affaire alors qu'il est mis en examen et en prison à ce moment-là, au moment des faits, pour l'assassinat de Vicenzini? À travers les investigations, la téléphonie, le relationnel, les personnes entendues, on s'aperçoit que Dominique Pasqualacci fréquentait le restaurant de Xavier Luciani, l'échiquier à Corté. Xavier Luciani avait prêté son concours actif à Dominique Pasqualacci en mettant à sa disposition les cuisines de l'échiquier pour y préparer, c'était son terme, ces tambouilles. Les tambouilles, c'était des mélanges explosifs. Simplement, lorsqu'il est entendu dans le cadre de son implication présumée dans l'organisation terroriste FLNC du 22 octobre. Ce Xavier Luciani, tout d'un coup, il se met à parler d'autre chose. Il se met à parler des faits pour lesquels il est en attente de jugement, cet assassinat, au cours duquel Vicenzini a trouvé la mort. Et surtout, il va mettre en cause Dominique Pasqualacci. Pourquoi Luciani donne-t-il Pasqualacci? Pourquoi il le balance? Pourquoi le fait-il? Je n'en ai absolument aucune idée, sinon je vous la dirai. Pasqualacci donc est interrogé à propos du meurtre de Vicenzini. Est-ce qu'il confirme? Il est donc en garde à vue dans le cadre d'une procédure terroriste. Et ce qu'on va me raconter, c'est qu'il était en fin d'audition, une de ses auditions, et qu'à un moment, alors qu'il était resté seul avec un seul fonctionnaire de police, et qu'il était attaché à l'anneau de sécurité par une menotte, dont il avait demandé préalablement qu'on lui desserre un peu parce qu'elle lui faisait mal, il a tiré sa main et les analyses médico-légales par la suite ont démontré qu'il s'était fracturé le pouce tellement il avait dû tirer fort. Il s'est mis sur le bord de la fenêtre et il a sauté. Et il est tombé de quel étage? 3e étage. C'est-à-dire un vol plané de 12 mètres. Oh oui, bien 12 mètres. Il est tombé au ras d'une voiture en stationnement dans la cour. On a supposé, mais ce ne sont que des suppositions, qu'il avait voulu atterrir sur le toit de la voiture à la manière Spaggiari, parce que c'est un excellent amortisseur. Mais on n'en sait rien. Lui a toujours dit qu'il ne se souvenait de rien. Mais on est bien obligé quand même de faire le rapprochement entre la date de la défenestration et les aveux de Xavier Luciani. Xavier Luciani a donc balancé Dominique Pasqualacci. Il affirme que ce dernier a participé avec lui au meurtre de Jojo. Étrange. Lui qui a assumé seul pendant plus de 2 ans la responsabilité de cet acte, pourquoi dénonce-t-il maintenant le prof d'archéologie? S'est-il senti lâché par Pasqualacci dans le cadre des affaires terroristes? Est-ce une façon de se venger? Toujours est-il que Pasqualacci saute par la fenêtre 2 jours après les déclarations de Luciani. Maître Pascal Garbarini, vous êtes l'avocat de Dominique Pasqualacci. Il s'est grièvement blessé lors de cette chute. De quoi souffre-t-il exactement? Il est sur chaise roulante et il a un bras qui est pratiquement paralysé. Lourdement invalide. Oui, il est à 80%, 90% handicapé et en revanche avec un cerveau qui fonctionne très très bien. Et pourquoi s'est-il jeté par la fenêtre comme ça?
peut-être une volonté de fuite, peut-être d'évasion, ou en tous les cas, de trouver, mais il n'a peut-être pas assez réfléchi, de mettre un terme à la garde à vue à laquelle il participait et qui a été particulièrement virulente. Alors qui est-il justement, votre client? C'est un nationaliste pur et dur, un intellectuel, c'est qui? Je crois que c'est un mélange de tout ça. C'est une personnalité très complexe, très attachante. C'est quelqu'un qui est docteur en archéologie, qui a fait des recherches qui ont d'ailleurs toutes été publiées. Et également, l'autre face, c'est qu'il est nationaliste corse. Il a des convictions politiques qui sont très affirmées et il croit vraiment à ce qu'il dit. Quand il est enfin rétabli et que les policiers peuvent l'entendre, à propos justement du meurtre de Joseph Vincenzini, qu'a-t-il dit pour répondre aux accusations de Xavier Luciani? Il est dans le rejet total. C'est même pas la négation, c'est le rejet par rapport aux faits qui sont commis contre Vincenzini. En étant cortonais lui-même, en ayant une famille qui est très implantée, très appréciée. Il le connaît, Vincenzini? Bien sûr. De toute façon, là, on est dans une équipe où tout le monde se connaît. Il n'y a que des cortonais. Et qu'il soit accusé dans cette affaire-là, pour lui, c'est une honte. C'est une honte qu'il n'acceptera jamais, ni pour lui, ni pour sa famille. Et puis de toute façon, Pasqualaggi, il n'a aucun conflit avec Vincenzini. Et avec Luciani? Avec Luciani, il n'a pas de conflit non plus. Ils se connaissent bien quand même. Ils se connaissent très bien, ils sont devenus potes, comme on dit, ils s'apprécient mutuellement, mais encore une fois, en aucun cas, de la manière, du mode de fonctionnement que je connais, parce que Pasqualaggi, je le suis maintenant depuis plusieurs années, il ne peut pas imaginer un seul instant aller braquer la maison de Vincenzini, tuer Vincenzini et se débarrasser du corps dans les conditions que l'on connaît. C'est pas possible. Alors comment il explique les accusations de Luciani contre lui? Ou Luciani essaye de se défausser, ou Luciani protège quelqu'un d'autre. Xavier Luciani, Nathalie Battesti, Dominique Pasqualaggi. Ça fait donc maintenant 3 personnes mises en examen dans l'assassinat de Joseph Vincenzini. Oui, Frédéric, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là parce que Nathalie Battesti, elle est entendue par la police antiterroriste dans le cadre des attentats terroristes, puisqu'elle est la maîtresse de Xavier Luciani. Elle va confirmer l'implication de Dominique Pasqualaggi dans le meurtre de Joseph Vincenzini et elle va donner un autre nom, celui-ci, Sébastien Giudicelli. Et c'est qui, ce Sébastien? Alors, elle dit qu'il était sur les lieux du meurtre, c'est le neveu de Xavier Luciani. Il est en prison, Giudicelli. Il est en prison au moment où on parle, il est en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir commis 2 attentats terroristes commandités par Dominique Pasqualaggi, qui était sur place d'ailleurs. Alors, Battesti, Giudicelli était sur les lieux du meurtre. Ça fait 4? Ça fait 4 et ça va bientôt faire 5, parce que dans le cadre des affaires de terrorisme instruites par le juge parisien Gilles Bertil, plusieurs personnes vont être arrêtées et parmi elles, il y a ce garçon, Joseph Sabiani. Et Sabiani, spontanément, il va dire aux policiers, le 9 novembre 2007, il va leur dire « J'ai été approché par l'équipe pour participer à l'opération Vincenzini ». Donc ça fait 5. Le roi et son valet, Xavier Luciani et son neveu. Sébastien n'est pas tout à fait un inconnu dans cette affaire. Le jour de l'arrestation de son oncle, il s'était présenté spontanément aux enquêteurs. Dans la voiture de Xavier, on allait forcément retrouver ses empreintes, il la conduisait régulièrement. Interrogé par les gendarmes, il avait alors fourni un alibi en béton. Alibi qu'il réitère alors que l'instruction s'intéresse à son emploi du temps ce fameux dimanche 23 janvier 2005. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Le père de Sébastien, qui n'est pas franchement un foudre d'éloquence, ni un stratège de la Libye, bien qu'il soit un ancien policier, va expliquer que son fils n'a pas pu faire le coup avec les autres. Et pour cause, son fils était en train de fêter l'anniversaire de son père avec sa famille dans la bergerie des Giudicelli. Ce à quoi les policiers lui font remarquer qu'il n'est pas né le 23 janvier, mais il est né le 21 janvier. Réponse imparable du père, oui, je suis né le 21 janvier. Mais cette année, ça tombait un vendredi, et par superstition, ce qui est vrai, c'est une superstition qui existe en Corse, on ne fait rien le vendredi.
Donc nous avions repoussé l'anniversaire au dimanche. Mais en garde à vue, la famille craque. Elle avoue qu'elle a couvert Sébastien, qui s'effondre à son tour. Oui, il est bien le complice de son oncle. Entre les aveux de Sébastien Guidicelli, ceux de Joseph Sabiani et les nouvelles versions de Nathalie et de Xavier, un scénario commence à se dessiner. Humilié par Jojo, Xavier Luciani veut donc lui donner une correction. Mais Jojo, dit-on, est proche de la brise de mer, copain avec l'un de ses barons présumés. Le gang pourrait riposter. Sauf si le FLNC est mouillé dans l'affaire. Alors Xavier a une idée, s'assurer la protection du mouvement indépendantiste. Il fait donc appel à Dominique Pasqualaggi. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Il va expliquer à Pasqualaggi qu'il a besoin de leur aide. Il a besoin de leur protection éventuelle pour plus tard et qu'ils peuvent y trouver leur compte car on va trouver de l'argent chez Jojo. Et comme cette cellule a besoin d'argent, que ces gens-là, il va les appâter pour les inciter à leur donner un coup de main. Vincent Raffray, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia. Xavier Luciani va également indiquer que pour convaincre Dominique Pasqualaggi que Joseph Vincenzini est bien la bonne victime, que c'est bien à lui qu'il faut s'en prendre, qu'il va effectivement parler de revenus de machine à sous et parler de recettes extrêmement importantes, aussi des recettes de poker générées, et qu'il va, selon ses propres mots, exagérer un petit peu ses revenus pour appâter, pour intéresser Dominique Pasqualaggi. C'est à ce moment-là que Sébastien, qui aurait déjà aidé Pasqualaggi pour d'autres attentats, est recruté. Et Joseph Sabiani aussi, un ami de Dominique, un toxico qui a besoin d'argent. But de l'expédition, Xavier donne une correction à Jojo et les autres en profitent pour vider son coffre. Mais pas question d'y aller comme des bleus. Cagoule, gants, toki, armes de poing et réunion de travail. L'équipe se retrouve dans un petit appartement de Corté pour préparer l'opération. Luciani raconte qu'ils sont 4 à y assister, dont Pasqualaggi. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. On sait qu'il y a eu 2 ou 3 réunions préparatoires, mais on sait aussi, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit Luciani, Guidicelli ou Sabiani, Pasqualaggi n'en dit rien puisque ça sera le mutisme total, mais on sait que Nathalie Battesti n'y participe pas. En dehors de son rôle d'appât, où en fait elle n'avait de contact direct par rapport à ce rôle qu'avec Luciani, elle ne devait avoir aucun rôle. Je pense qu'elle ne devait avoir aucun rôle, d'abord parce qu'on ne lui faisait pas confiance. C'est une femme. Elle ne sait pas tenir sa langue, bien sûr. Elle doit juste appâter Jojo et s'arranger pour qu'il ne ferme pas la porte d'entrée. Pour le reste, c'est une affaire d'hommes. Mais l'un d'entre eux, Joseph Sabiani, se défile pendant l'une des réunions. Il va entendre des choses au cours de cette réunion qui vont lui faire prendre peur. Déjà, il va entendre Sébastien Guidicelli parler de la porcherie de Sainte-Lucie de Mercurio et dire en rigolant « ça fait longtemps que les cochons n'ont pas eu à manger », donc ce qui sous-entend qu'on va peut-être tuer Joseph Vincenzini et jeter son cadavre aux cochons. Et il voit que Xavier Luciani n'a pas que l'intention de prendre de l'argent à Joseph Vincenzini. Il voit l'expression de son visage changer à un moment au cours de cette discussion, et c'est là qu'il comprend que ça risque d'aller plus loin. Impressionné par la haine qu'il découvre sur le visage de Xavier Luciani, Sabiani se retire. Et c'est finalement le 23 janvier que le plan est mis à exécution. Ce soir-là, Jojo appelle Nathalie. Il peut se libérer un moment de sa partie de cartes. Il voudrait la voir. Il est 23h39. Nathalie est chez elle. À 23h40, elle appelle Xavier pour le prévenir. Le top départ est donné. Nathalie va rejoindre Joseph Vincenzini dans sa voiture. Pendant ce temps, Luciani part avec Guidicelli.
Ils vont et ils se cachent là, à l'entrée de la maison de Vincencini, et ils attendent l'arrivée du couple. À partir du moment où le couple arrive, Nathalie Battesti se débrouille pour que la porte reste entrouverte, en tous les cas pas fermée à clé. Xavier Luciani entre à son tour, se rue dans la chambre et frappe Jojo à coups de rouleau à pâtisserie. Nathalie, elle, s'est déjà sauvée. Lorsqu'elle ressort, il y a une haie. Elle voit la haie bouger et elle pense qu'il y avait quelqu'un caché dans la haie et que cette personne n'est entrée qu'après le départ de Nathalie Battesti. Ensuite, elle part, elle trace dans la neige et à 100 ou 200 mètres de là, elle a un carrefour sous un réverbère. Elle voit Pasqualaggi qui a priori fait le guet. Quant à l'homme caché derrière la haie, c'est Sébastien. Il raconte que son oncle l'a sifflé pour qu'il le rejoigne dans la maison. Là, il a vu le corps ensanglanté de Jojo. Luciani lui aurait dit « J'ai fait une connerie ». Sébastien a fouillé la maison pour faire croire à un cambriolage. Luciani, quant à lui, déclare qu'il n'est pas le seul à avoir bastonné Jojo. Après l'avoir frappé plusieurs fois, il l'aurait traîné, encore vivant, jusqu'au coffre-fort. Maître Jean-Louis Seatelli, avocat de Xavier Luciani. Devant ce coffre, la bagarre reprend, Joe Vincencini réagit, et à un moment donné, il prend le dessus. Et Xavier Luciani nous dit que Pasqualaggi est enfin arrivé, et que c'est Pasqualaggi qui s'est saisi du rouleau à pâtisserie et a asséné le coup mortel à Vincencini. Maître Jean-Sébastien de Casalta, avocat de la famille Vincencini. Sébastien Huichel aurait confié que ça avait été une véritable boucherie. C'est dire que c'est une véritable pluie de coups qui s'était abattue sur Jojo Vincencini ce soir-là, alors qu'il se trouvait à son domicile, et qu'il a été tué véritablement dans des conditions horribles, à coups de rouleaux de pâtisserie qui lui ont été portés notamment, très certainement, pour une grande partie sur la tête. Maître Garbarini, Luciani n'est pas le seul à impliquer votre client. Nathalie affirme qu'elle l'a vu faire le guet. Il l'admet, ça. Il admet faire le guet, mais lui, il l'a toujours indiqué, il l'a dit et redit, il fait le guet pour autre chose. C'est-à-dire ? Il va dire qu'il est là, non pas par rapport à l'affaire Vincencini-Luciani, mais il est plutôt là dans un positionnement lié à son activisme politique. Voilà. Il ne voudra pas en dire plus. Pasqualaggi connaît donc bien Luciani. Est-ce qu'il était au courant de son projet criminel, de se débarrasser donc de Vincencini ? À plusieurs reprises, Luciani lui avait fait part de ses difficultés, de son antagonisme et j'allais dire de la pression qui montait avec Vincencini. Et comme je l'ai dit... Et il l'a raconté à votre client ? Et il l'a raconté à mon client. Et comme ils sont proches, ils se confient. Et d'ailleurs, les premiers mots qui sont prononcés par Pasqualaggi, c'est de lui dire tu vas pas faire ça, tu vas pas faire cette connerie-là. Mais il va plus loin. D'un autre côté, ils sont amis. Et dans le sens de l'amitié qu'a Pasqualaggi, c'est de dire je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner dans le sens, il vaut mieux que je sois là et que je le cadre, plutôt qu'il fasse n'importe quoi. Voilà. Donc il était présent et il savait ce qui était en train de se faire. Pasqualaggi n'est pas rentré dans la maison de la victime. Ça, il n'y a aucun élément matériel qui peut le dire. On ne retrouve pas son ADN, c'est le seul. On ne retrouve aucun poil ou aucun cheveu ayant appartenu à Pasqualaggi dans la maison. Alors pourquoi tout le monde l'implique dans ce crime ? Alors, tout le monde l'implique parce qu'on est dans une histoire horrible, que cette histoire horrible, à un moment donné, eh bien, ceux qui l'ont commise, ils n'en assument plus la responsabilité, c'est trop lourd à porter. Et donc, à ce moment-là, on essaie de se déporter. Et il y a Pasqualaggi. Et Pasqualaggi, au même moment, ce n'est plus le Pasqualaggi d'avant. C'est le Pasqualaggi qui, judiciairement, devient
un homme très important. Parce que pour la police terroriste, pour la justice terroriste, c'est un des chefs du FLNC. Donc il intéresse. Et on peut lui charger la mule. Pasquale Adjini, sur toute la ligne, il n'a pas participé à l'assassinat de Jojo. Cela ne démonte pas les autres accusés qui continuent d'affirmer qu'il était bien avec eux ce soir-là, même au moment de la décapitation. Sébastien affirme que Pasquale Adjini l'a aidé à charger le cadavre de Jojo dans le coffre de la voiture. Direction Santa Lucia di Mercurio et ses cochons. C'est encore Pasquale Adjini qui a décapité le corps pour le jeter dans l'enclos à cochons. Là-dessus, Sébastien et son oncle sont d'accord. Puis Sébastien et Pasquale Adjini sont allés se débarrasser de la tête et chacun est rentré chez lui. Vincent Raffray, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia. Sébastien Giudicelli va expliquer qu'il ne va pas pouvoir dormir après ce qu'il s'est passé, qu'il est très inquiet et que le lendemain matin, à l'aube, à la première heure, il va retourner à la porcherie et s'apercevoir que en fait, le corps n'a pas été touché. Il retourne voir son oncle, affolé, et de là, tous les deux vont placer le cadavre de Joseph Vincenzini dans un des véhicules de Xavier Luciani, une Peugeot 106 de couleur noire, dans le coffre. C'est cette voiture que les gendarmes ont retrouvée garée sur le terrain de la tente de Luciani. Quant à la tête, Sébastien Giudicelli leur indique où elle se trouve. Avec Dominique Pasquale Adjini, il l'aurait jetée dans un puits. Sébastien fait un croquis des lieux. Les gendarmes se déplacent. Ils longent une voie ferrée sur plusieurs kilomètres et localisent effectivement le puits. Au fond, emballé dans un sac plastique, sous 700 kilos de pierre, la tête de Joseph Vincenzini. Elle était là depuis 3 ans. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. Quand on a retrouvé, je dirais, la tête du pauvre Jojo dans ce puits, il y a eu quelque part un immense soulagement. On avait en effet très peur de ne pas retrouver, je dirais, ne pas avoir un squelette totalement reconstitué. Et même si ça a témoigné d'une horreur supplémentaire, ça a permis, je pense, à la famille et aux amis de Jojo de commencer à faire totalement leur deuil. La famille et les amis enterrent la dépouille de Joseph Vincenzini pour la seconde fois. Si l'on en croit les co-accusés de Luciani, le but de l'expédition était de voler Jojo. Quelle somme ont-ils récupéré? Benoît Cousinet, vice-procureur de la République au tribunal judiciaire de Bastia. On l'ignore. Xavier Luciani, Sébastien Giudicelli disent qu'ils ont récupéré quelques milliers d'euros, qu'ils se sont rapidement partagés. Xavier Luciani abandonnant d'ailleurs sa part à Dominique Pasquale Adjini pour la cause terroriste. Nathalie Battesti, elle, lorsqu'elle est entendue sur ce point, indique qu'il y avait davantage et elle décrit des liasses de billets mauves qui remplissaient un tiroir chez Xavier Luciani. Les billets mauves, c'est des billets de 500 euros. Des billets de 500 euros. Donc est-ce qu'il y avait réellement quelques milliers d'euros? Est-ce qu'il y avait bien davantage? Difficile de savoir. Et que sont devenus les fusils qui ont été volés à Jojo? Alors les fusils qui ont été dérobés sont passés entre plusieurs mains puisqu'ils sont récupérés au départ par Xavier Luciani qui ensuite les confie à Dominique Pasquale Adjini qui les fait passer par Nathalie Battesti à Joseph Sabiani qui dit qu'il les a détruits dans une décharge du côté d'Ajaccio. Et pourquoi passe-t-elle de main en main comme ça? Dominique Pasquale Adjini, en confiant les fusils à la fin à Joseph Sabiani, c'était une manière pour lui de le garder dans l'affaire, de le lier. De le mouiller. En l'impliquant encore davantage, puisque Joseph Sabiani n'a pas participé aux faits, puisqu'il a pris un avion pour Paris, et il est avéré qu'il n'a pas participé aux faits le jour où ils ont été commis, même s'il a participé aux actes préparatoires. Donc bon, certains ont soutenu que c'était pour l'impliquer encore dans l'affaire que Dominique Pasquale Adjini lui demande d'aller détruire ces fusils. On peut aussi penser que, par rapport au fait qu'ils appartenaient tous à une même cellule terroriste, c'était un service parmi d'autres qui lui était demandé dans le cadre de ses activités.
Le procès s'ouvre à Bastia le 31 mai 2010. Ils sont 5 dans le box. Joseph Sabiani comparé libre, Nathalie Battesti aussi. Ils ont bénéficié tous les deux d'une mise en liberté parce qu'ils sont simplement accusés de complicité de vol ayant entraîné la mort et de non-dénonciation de crime. Pasqualaggi, lui, est libre en raison des soins dont il a besoin. Comme Luciani et Guidicelli, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol suivi de violence ayant entraîné la mort. Le procès doit durer 2 semaines. Ils sont donc 5 devant la cour d'assises de Haute-Corse à Bastia. 5 pour une étrange partie de poker, où l'on bluffe, où l'on se couche, où l'on risque gros. Il faut rendre justice à Joseph Vincenzini, le banquier de l'Oasis. Un banquier qui n'aurait pas perdu la vie si Nathalie n'était pas entrée dans son jeu. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Nathalie Battesti est une femme brisée qui ne se pardonne toujours pas son geste, avoir littéralement servi d'appât. Je l'ai fait parce que j'aimais Xavier Luciani, je l'aimais comme une folle. Il m'avait promis que ça ne devait pas durer plus d'une fraction de seconde et qu'il n'y aurait pas de drame. On connaît la suite. Xavier Luciani cherche des reconnaissances de dettes et des chèques qu'il a versés à Joseph Vincenzini, son créancier de poker, le même Joseph Vincenzini qui sera finalement battu jusqu'à la mort. Nathalie a donc été manipulée par Xavier Luciani. Et Xavier le reconnaît. Il s'est servi d'elle. L'honneur n'a pas de prix. Le roi déchu reste fier. Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Il était figé dans son costume, droit comme ça, dans son costume, mais on sentait qu'il avait voulu donner, comme il dit, une rouste à Vincenzini et qu'il était content de l'avoir fait. Et il se dit, bah, tant pis, j'ai fait ça, et tant pis si je passe le reste de mes jours en prison. J'aurais été roi un jour, quitte à être couillon toute ma vie. Xavier Luciani, le restaurateur endetté, poursuit son récit entrecoupé de murmures d'effroi sur le banc des parties civiles. L'argent liquide volé, partagé, dit-il. L'alliance que Vincenzini tenait de sa mère, face au frère de la victime appelé à la barre, il lâche, je l'ai jeté directement dans les toilettes. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. Luciani s'est montré terriblement imbu de lui-même. Je vous dis, c'était un coquelet qui se dressait dans le box, qui regardait les gens de haut, qui n'a pas eu l'air un seul instant de regretter son acte, qui n'a pas expliqué véritablement le mobile exact. Quel était-il, ce mobile exact? On en avait 2, 3, 4 parfois. On ne savait plus. Est-ce qu'il tue pour le restaurant? Est-ce qu'il tue pour Nathalie? Est-ce qu'il tue pour les dettes de jeu? Est-ce qu'il est manipulé par Pasqualaggi? Est-ce que c'est un accord entre eux? On ne savait plus. Xavier Luciani est formel sur un seul point. Il n'a jamais eu l'intention de tuer le patron de l'Oasis. Pour le reste, il se défausse en permanence sur Dominique Pasqualaggi. L'idée des cochons, ce serait lui. Le coup fatal porté à Jojo, ce serait lui aussi. Un Pasqualaggi qu'aucun de ses co-accusés n'épargne. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Pasqualaggi, c'est le maillon faible. Xavier et Sébastien, ils sont parents. Ils appartiennent à la même famille, ça se fait pas. On ne va pas se balancer, fortiori, entre membres d'une même famille. Nathalie Battesti, il est acquis qu'elle a joué le rôle de l'appât, mais c'est pas elle. Quant à Sabiani, lui, il était carrément pas. Lui, il a refusé. Donc, le maillon faible, c'est Pasqualaggi. Et Pasqualaggi, on le charge aussi parce que, circonstance aggravante qu'on espère faire valoir devant les tribunaux, il est nationaliste. Il a commis des attentats. Ça fait jamais très très bonne impression devant les magistrats, le côté engagement nationaliste. Et donc, ça le rend vulnérable. Mais Dominique Pasqualaggi joue obstinément la carte du silence et des sous-entendus. Il avait déjà adopté le même comportement devant l'expert psychiatre qui vient le raconter à l'audience. Docteur Yves Tirode, expert psychiatre. Ce qu'il va me dire par rapport aux faits, c'est qu'il est, suivant ses propres mots, l'homme mystère. Il va me dire, je suis l'homme mystère. Je n'ai absolument pas participé, on n'a pas retrouvé mon ADN. Et il va ajouter, par contre, je sais ce qui s'est passé. Et bien sûr, il n'en dira pas plus.
Dominique Pasqualaggi sait, et pour son avocat, ça ne fait pas de lui un coupable. Maître Pascal Garbarini, avocat de Dominique Pasqualaggi. Vous savez, il y a une seule question à laquelle il faudra répondre dans cette affaire Vincenzini, c'est à qui profite le crime? À qui, selon vous? Eh bien, je crois que, sauf erreur de ma part, ce n'est pas monsieur Pasqualaggi qui avait un restaurant que l'on voulait prendre. Je ne crois pas que ce soit monsieur Pasqualaggi qui joue au poker. Et je ne crois pas que ce soit monsieur Pasqualaggi qui ait des dettes de jeu. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la question de la décapitation. Qui a tranché la tête de Jojo? Personne n'assume ce geste. Xavier Luciani continue d'accuser Dominique Pasqualaggi. Mais soudain, une voix s'élève dans le box. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Sébastien, il explose. Il y a sa stature de colosse qui s'élève dans le box. Et là, il y a un jaillissement de larmes incroyable. Et lui qui est si mutique, si peu disert, il explose littéralement. Il est agité de tremblements, il pleure, mais à chaudes larmes. On voit vraiment la grosse crise de larmes du gosse. Et il accuse Pasqualaggi. Dominique, dis la vérité, dis pourquoi on est là, dis ce qui s'est vraiment passé. On n'a plus le droit de jouer cette comédie, on le doit à la famille, dis-le, dis la vérité. Maintenant, on assume tous. Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Et on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en a un qui va s'auto-accuser, un autre qui va dénoncer ou nous annoncer quelque chose qu'on ne sait pas? Mais à ce moment précis, la présidente du tribunal fait évacuer Sébastien afin qu'il se calme. Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti. Je pense que là, nous sommes véritablement passés tout près de la vérité. Et que si des questions lui avaient été posées à ce moment-là, il aurait vraisemblablement tout dit. Vraisemblablement tout dit en ce qui concernait Luciani, en ce qui concernait Pasqualaggi. Malheureusement, ça s'est refermé aussi vite que ça s'est ouvert, et c'est terriblement dommage. L'incident clos, la vérité est restée au fond des consciences. Les accusés se sont accrochés à leur mobile. L'amour pour Nathalie, la drogue pour Sabiani, la famille pour Sébastien, le nationalisme pour Pasqualaggi et pour Xavier Luciani, l'honneur. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde. Chacun joue sa partie. Et la joue plutôt bien. Parce qu'au final, qui a tué et qui a décapité Jojo? Personne ne le sait encore. Mais les jurés ne se poseront pas longtemps la question. Après seulement 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Xavier Luciani, 30 ans. Nathalie, 10 ans. Pasqualaggi, 25. 15 pour Sébastien et 3 ans avec sursis pour Sabiani. Benoît Cousinet, vous étiez l'avocat général de ce procès. Ce sont des peines très lourdes. Comment on explique ce verdict? Ce verdict correspond un peu aux réquisitions que j'ai prises. Donc je vais vous dire que c'est un verdict qui est en relation avec la gravité des faits, avec les mobiles qui ont guidé les conduites des différents accusés, l'esprit du gain, la haine pour Xavier Luciani, l'immaturité et l'aspect du gain aussi pour Sébastien Guidicelli. La décapitation a-t-elle joué un rôle? Certainement. Certainement, même si juridiquement cette décapitation n'a pas été prise en compte dans les qualifications, puisque juridiquement ça n'ajoute pas une circonstance aggravante, puisque cette décapitation elle est intervenue après la mort. Maintenant, il est clair que dans l'esprit des jurés, dans l'esprit des magistrats, lorsque humainement on a à apprécier de la gravité des faits, le sort qui a été réservé à la dépouille de Joseph Vincenzini, le fait de l'amener dans une porcherie pour le donner à manger à des animaux en lui coupant la tête, il est clair que ça a joué dans le verdict de par l'aspect sordide que ça a pu donner à cette affaire. D'autant qu'en Corse, après spécifiquement, ou dans les pays méditerranéens, il est sûr que le deuil, le respect dû aux morts est quelque chose qui est une valeur importante. Donc d'avoir réservé ce sort-là à Joseph Vincenzini, il est probable que pour les jurés, ça a joué dans les décisions qu'ils ont pu prendre dans le cadre de cette affaire. Luciani, Battesti et Pasqualaggi ont fait appel. Le second procès s'est tenu en mars 2011. Luciani a été condamné à la même peine,
30 ans. Nathalie a pris 7 ans, 3 ans de moins. Quant à Dominique Pasqualaggi, il a vu lui aussi sa peine adoucie, 18 ans au lieu de 25. Toujours aussi digne, la famille de Joseph Vincenzini a quitté la salle d'audience sans savoir qui a porté le coup fatal, qui a décapité Jojo. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire du poker macabre à Corté. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.